j'ai l'honneur de vous présenter la vidéo qui fera le moins de vues, mais que j'ai le plus aimé faire. Aujourd'hui, on va parler RDM, donc prenez des Doliprane et asseyez-vous bien confortablement. Générique. Pour information, je vais parler d'un sujet assez technique. Pour que ça reste accessible, je vais simplifier beaucoup de choses et volontairement laisser de côté beaucoup d'autres, pour que l'ensemble des viewers puissent comprendre. Le disclaimer étant fait, c'est parti, let's go. Pourquoi avons-nous besoin de calculer des structures? Après tout, on a créé des habitations depuis des millénaires et partout dans le monde, et ça sans la RDM. Alors en fait la réponse est plutôt simple et logique. Avant, on construisait principalement avec des matériaux locaux, en utilisant l'expérience engrangée au fil des années. On savait que pour faire une maison en paille et en bois, il nous fallait tant d'épaisseur de mur et qu'on pouvait aller jusqu'à tant de hauteur. Maintenant, nos ouvrages sont plus massifs, plus grands et plus complexes. Pour construire le viaduc du Millau, ou bien l'Empire State Building, on ne peut plus itérer et construire via l'expérience, parce que ces ouvrages sont tout simplement trop novateurs et trop chers pour tenter au « Inch'Allah, ça va passer ». C'est là que la RDM arrive, pour nous permettre de prévoir le comportement des matériaux afin de vérifier si on a dimensionné correctement nos ouvrages. La méthodologie de dimensionnement d'un ouvrage est la suivante. On isole la structure en éléments simples, on détermine les actions de liaison, on fait un diagramme des efforts internes, on regarde les déformations et les contraintes dans les sections, puis on vérifie notre dimensionnement. Si on est dans les valeurs admissibles et surtout hors de la zone plastique, on est bon. Ceci étant dit, voici maintenant certaines choses importantes à savoir pour la suite de la vidéo. La résistance des matériaux est une sous-catégorie de la théorie des poutres qui elle-même est une sous-catégorie du calcul des structures. La théorie des poutres a des variantes comme la théorie de Bernoulli, la théorie de Timochenko, etc., etc. On travaille avec des matériaux homogènes, continus et isotropes. Ça veut dire que les matériaux ont les mêmes propriétés en tout point et ont un comportement linéaire. En gros, on peut faire des courbes qui ont cette tronche-là plutôt que celle-là. Dans la RDM, on s'intéresse au comportement dans la zone élastique et plastique. Pour faire simple, lorsqu'on met une charge sur une structure, si notre matériau reprend sa forme, il est élastique. S'il ne retrouve pas sa forme, c'est qu'il est plastique. Et si on est dans la zone plastique, ça pue. Lorsqu'une force est appliquée dans un sens, une autre force équivalente est appliquée dans le sens inverse. C'est ce qu'on appelle l'action-réaction, ou bien la troisième loi de Newton pour les matheux. En RDM, l'objectif est d'arriver à l'équilibre des forces et qu'aucune ne soit plus faible que l'autre. En théorie des poutres, on étudie les efforts de cohésion dans la ligne moyenne. La ligne moyenne, c'est grosso modo le centre, ou plutôt le barycentre des sections solides. Et les efforts de cohésion, ce sont les efforts internes transmis par la poutre. A savoir que les dimensions des structures influent sur les efforts internes. Une poutre ronde ne va pas se comporter comme une poutre carrée par exemple. Mais pour simplifier, on ne va pas parler des dimensions. Les efforts sont scindés en deux grandes familles et portent le joli nom de R de x et de M de x, où R de x vaut la résultante des forces et M de x la résultante des moments. Une force est une masse en kg fois une accélération en mètres par seconde. L'unité de la force est en newton. Exemple, si tu pèses 90 kg et que tu sautes d'un banc avec une accélération de 2 mètres par seconde, la force appliquée au sol sera de 90 kg fois 2 mètres par seconde, 180 newtons. Un moment, quant à lui, est une force fois une distance, et l'unité est en newton-mètre. Le principe du moment est le même que celui du bras de levier. Exemple, si tu tiens un haltère de 10 kg à bout de bras, il va peser bien plus lourd que contre ton torse. Pour analyser les efforts, on va créer ce qu'on appelle des coupures fictives, qu'on fait au niveau de la poutre. Cette poutre sera en deux parties. On analyse les effets de la partie 2 sur la partie 1. Ces efforts vont être projetés sur un plan en 3D avec les trois axes X, Y et Z. Une fois dans un plan, ces efforts deviennent des sollicitations. Les projections sur X sont des efforts normaux, notés N de X, et les projections sur Y et Z sont des efforts tranchants, notés VY de X et VZ de X. De la même manière, les moments sur X sont des moments de torsion, comme le chiffon que tu tords, et les moments sur Y et Z sont des moments fléchissants, comme ce qui se passe sur le plongeoir. En BTP, on a deux types de sollicitations simples, la traction-compression et le cisaillement. La compression est une force appliquée vers l'intérieur du matériau en X. La traction est une force appliquée vers l'extérieur du matériau en X. On pourra savoir si c'est une traction ou une compression en fonction du signe de N de X. Positif, c'est une traction, négatif, c'est une compression. Le cisaillement est une force appliquée en Y. Une fois que tu as calculé tout ça, tu analyses ensuite les résultantes des moments et des forces qui sont appliquées, les fameux R de X et M de X.
En fonction des résultats, tu sauras le type de sollicitation que tu as et donc comment le matériau va se comporter une fois que tu as mis en place. Voici quelques exemples de sollicitations usuelles. L'attraction ou la compression simple sont lorsque l'ensemble des sollicitations sont à 0 excepté les efforts normaux. La torsion pure est lorsque l'ensemble des éléments sont à 0 sauf le moment en X. Avec ces hypothèses, tu peux commencer à dimensionner tes ouvrages et savoir comment ils vont se comporter et où peuvent être les faiblesses des ouvrages. Passons à un cas pratique pour bien comprendre. Imaginons que tu veux créer un mini pont ferroviaire. On se dit qu'il y aura des wagons de 5 N par millimètre chacun. On a 2 appuis et une force répartie sur l'ensemble de ton pont. Pour simplifier, on va mettre une seule force ponctuelle au milieu du pont qui correspond à 1000 N. Du coup, j'ai mes 3 appuis et j'ai fait ce qu'on appelle un principe fondamental de la statique. On fait la somme des moments, donc 200 moins 1000 qui correspond à Q, plus RB fois 400 qui est la longueur totale du pont. On arrive avec un calcul simple à RB égale 500 N. On projette ensuite sur Y, RA moins Q plus RB égale 0, ce qui équivaut à RA égale Q moins RB, qui est égal à 500, donc RA égale RB. On pouvait s'y attendre. Regarde ensuite comment se comportent les efforts internes. On a 3 zones, donc on a les 3 coupures dont j'avais parlé plus tôt. On a une valeur fixe, donc entre A et C, et une section qui est égale à moins RA. On étudie la deuxième coupure avec la charge répartie. Cette charge répartie dépendra de X. Ça va donc donner comme équation 500 qui est égal à RA, moins 5 qui est la charge répartie, fois X qui est la longueur, moins 200 qui est égal du coup à la longueur de la poutre. En calculant, on a donc les valeurs limites pour X égale 100 de moins 500 N et X égale 300 de 500 N. On finit par la troisième coupure qui correspond de la même manière à 500 N. On trace le diagramme en suivant les efforts internes qu'on a pu calculer. Et enfin, voilà le diagramme dans ta poutre. Vous comprenez maintenant pourquoi quand un architecte nous fait une structure comme ça, nous on vrille un peu dans notre tête. Il nous reste maintenant à regarder les déformations et les déplacements de certains points, mais aussi les contraintes. Donc, si ça vous intéresse, que je le fasse dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. Si tu es resté jusque là, tu es plutôt courageux, donc je t'invite à mettre un pouce bleu des familles, commenter et t'abonner. C'était le travail d'arabe. Peace.